se sont exprimés, donc je propose que les rapporteurs répondent, puis après on passera, il y aura 7 questions supplémentaires. Oui, je remercie les collègues qui viennent faire part de leurs remarques. Bon, j'observe d'abord avec une certaine satisfaction, je ne crois pas me tromper dans l'interprétation, qu'il y a une reconnaissance de la qualité du travail qui a été effectué et qui se voulait objectif quant au regard financier des choses. Et je réponds là à Monsieur Lachaud, qui nous reproche un petit peu le caractère un peu comptable de notre travail. Je l'assume et je le revendique. Notre travail, nous serions sortis de notre mission, la mission confiée, en portant des jugements d'opportunité sur tel ou tel choix stratégique. Non, je pense que l'intérêt de notre travail, de notre mission, c'était de veiller, de regarder la cohérence entre la programmation, au regard des choix stratégiques effectués, et l'exécution. Moi, vous savez, mes chers collègues, je garde un souvenir marquant d'une visite que nous avions faite lors du mandat précédent, au début du mandat précédent, aux forces terrestres. On avait pu discuter avec beaucoup de soldats qui, à l'époque, nous disaient être un peu désabusés par l'écart entre les ambitions affichées d'une programmation très forte et puis la réalité telle qu'elle était vécue dans les unités et les régiments. Et depuis, pour ma part, je reste assez obsédé par cette idée que si on veut être crédible aux yeux de nos interlocuteurs militaires, il faut toujours qu'on ait cette volonté de rendre le plus cohérent possible les ambitions et les crédits disponibles. Et je pense donc que ce seul travail présente un intérêt de ce point de vue majeur. En réponse à M. Bazin, en particulier sur les points noirs qui étaient recensés pour les infrastructures. Donc, les infrastructures de vie, Jean-Yves Le Drian avait estimé en 2014, je crois, qu'il y avait un trop grand nombre de situations extrêmement dégradées et qui nécessitaient de faire le point, de les recenser d'abord et ensuite y apporter, dans un délai assez court, des solutions. Il y avait un peu plus de 600, vous l'avez dit d'ailleurs, points noirs initialement. Aujourd'hui, on en est à 300. Je veux dire par là qu'il y a donc eu un effort extrêmement conséquent. Mais il en va de tout LPM comme du travail de Sisyphe. Il n'y a pas un horizon où on arrivera à la situation parfaite. Il faut qu'on soit lucide aussi les uns les autres. C'est dans la durée et de façon constante que les efforts doivent être menés. Donc, notre travail n'a pas consisté à porter de jugement, de valeur sur les choses qui auraient été pas faites ou mal faites. Non, elles ont été faites comme ça. Et elles nous permettent de dire, bah, voilà ce qui reste à conduire. Et voilà en quoi la prochaine LPM doit tenir compte de ce qui n'a pas pu être fait, pour des raisons très diverses, dans les LPM précédentes. Enfin, parce qu'après c'est Joachim Pueyo qui répondra, en réponse à notre collègue Demilly, en clair, y a-t-il eu, oui ou non, bouffée d'oxygène? Ou est-il légitime de parler de bouffée d'oxygène dans la seconde période de la LPM sortante, si je puis dire? Je dirais oui. Incontestablement oui. Oui, d'abord, bouffée d'oxygène d'abord sur le rattrapage d'équipements important que cette remontée en puissance a permis. Ça a permis de revenir sur des reports d'équipements et d'en accélérer la réalisation. Et le tableau qu'on a projeté permet de faire un point très précis sur ce que cette remontée en puissance a permis en termes d'équipement. Oui aussi sur d'abord le freinage des déflations d'effectifs, puisque l'actualisation de la LPM, ça a été d'abord ça, c'est-à-dire on continue à supprimer des postes, mais dans une proportion moindre que ce qui était prévu initialement. Et puis ensuite, comme vous savez, suite au Conseil de défense, la décision de stopper les déflations d'effectifs et donc bouffer d'oxygène, car on observe que ce sont désormais des créations nettes de postes dans nos armées auxquelles on assiste depuis 2016. Quelques réponses